Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Et comme vous connaissez le DAF Fresh Morning, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et le week-end? Ben, un week-end tranquille. Hein. Comme d'habitude. Oui, tu fais pas grand-chose. Non, moi tu n'as pas regardé un nouveau film. Il n'y a même pas de film intéressant maintenant ces derniers temps. Ben, je trouve que les plateformes digitales là, font trop des petits films, des prêts à consommer, des trucs que tu n'as même pas envie de suivre 2, 3, 4 fois. Bon, oui, tu sais, c'est un peu comme dans l'industrie cinématographique de manière générale. Hein. Tu sais, plus de 80% des films en réalité ne sont pas intéressants, ils ne sont pas rentables. Mais les 20% qui restent permettent justement de maintenir à flot l'industrie cinématographique. Donc, les plateformes de streaming sont exactement dans cette situation-là, puisqu'elles sont maintenant concurrentes des grandes maisons, des majors de cinéma. Et donc, elles-mêmes, sont obligées de produire leurs propres films. Et comme les majors, hein, tous les films ne sont pas forcément bons. Il y en a beaucoup qui vont passer à la trappe. Non, il y a des bons films d'action, mais des films profonds, des trucs qui font réfléchir, qui poussent à resuivre, qui poussent à analyser, à discuter avec la famille, les frangins. Ah, d'accord. Oh, bon, il n'y en a plus. Mais il faut d'abord aussi, avoir dans la famille, au moment où tu suis des films, des films qui suscitent des débats dans la famille. Et pour ça, ça sous-entend que vous ayez les mêmes centres d'intérêt en termes de choix de films. Et ce n'est pas toujours évident. Moi, par exemple, quand je regarde des films chez moi, en dehors de ma fille aînée, qui aime un peu ce que je fais, mais le reste, là, ils sont totalement différents. Donc, c'est chacun son tour, quoi. Donc, en général, quand je mets un film, nous sommes peut-être à deux à le suivre avec ma fille aînée, mais le reste, là, comme maintenant, il y a les tablettes et tout ça, là, bon, donc, ils vont ailleurs. Maintenant, eux, quand ils veulent suivre, eh ben, ils suivent aussi des choses qui, personnellement, non, il ne faut pas suivre, ils reviennent souvent sur les mêmes films. Oui, ça, j'ai compris ça aussi. J'ai compris ça aussi. Sur ça. Je te dis la vérité. Même sur Netflix, effectivement, j'ai compris ça. Ils reviennent sur les mêmes films. C'est-à-dire, ils vont se poser une question à un moment. Ben, le film, là, le boss suivait ça. Il faut que je regarde ça. Voilà, parce que bon, ils ont pas encore un centre d'intérêt pour eux. Et puis aussi, ils ont encore une petite culture cinématographique. Parce que nous, on fait quoi? Nous, on a un peu une idée des producteurs, des acteurs, des réalisateurs. Et donc, ça oriente aussi un peu nos choix. Et or, eux, ils n'ont pas encore ces informations-là, ils n'ont pas encore cette capacité-là. Et donc, ils nous miment un peu d'un point de vue Mais il y a Christopher Nolan que tu aimes bien, qui a sorti une dernière série. Oui, et je suis dessus actuellement, c'est Fallout. C'est une série très intéressante. Elle est tirée d'un jeu vidéo, un peu comme The Last of Us. Voilà, d'un jeu vidéo. J'ai trouvé mais c'est vraiment bon. C'est toujours les problèmes de nucléaire. Oui, ça commence par les problèmes de destruction de la Terre. Voilà, comment est-ce que le monde serait après les gars, ils envisagent sérieusement ça? Disons qu'avec la prolifération d'armes atomiques qu'il y a dans le monde, c'est une éventualité qu'il ne faudrait pas totalement mettre de côté. Même si jusqu'à présent, l'usage de l'arme nucléaire n'a été effectif qu'à 2 reprises à Nagasaki et à Hiroshima en 1945. Mais lorsque l'on regarde le nombre de têtes nucléaires qui sont disponibles à travers le monde, on a plus de 12 000 têtes nucléaires à travers le monde. Et donc, ces 12 000 têtes nucléaires qui sont réparties entre environ une trentaine de pays, eh bien, cette trentaine de pays-là représente en réalité un risque pour l'ensemble des 194 pays qui composent le système des Nations Unies. Donc, ça veut dire que ce scénario-là, même si c'est le scénario du pire, eh ben, il reste quand même possible. Peut-être pas envisageable maintenant, mais possible. L'actualité internationale nous amène à Gaza? Oui, bon, en fait, ça nous amène à Israël, là, juste à côté. Israël qui vient de subir une attaque sans précédent de l'Iran. En fait, il faut comprendre que, comme l'avait dit Joe Biden, il avait déjà dit 2 jours auparavant que l'Iran allait réagir. Pourquoi? Parce que le 1er avril dernier, il y a eu une attaque de l'ambassade de Téhéran, de l'ambassade d'Iran à Damas, donc en Syrie. Donc Damas, c'est la capitale de la Syrie. Et cette attaque-là, on a tiré un missile carrément sur le bâtiment, a fait 7 morts. Et parmi les 7 morts, il y avait 2 généraux, les gardiens de la Révolution. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les gardiens de la Révolution, c'est l'armée idéologique de l'Iran. Donc,
dans l'Iran, c'est ce qu'on appelle un État théocratique, c'est-à-dire que vous avez d'un côté l'État avec ses structures régaliennes que l'on connaît, et puis à côté, vous avez son équivalent, mais qui est religieux. Donc, si tu veux, l'alter ego de l'armée iranienne, c'est les gardiens de la révolution. Comme celui qui est au-dessus du chef de l'État, c'est le président iranien. Il est au-dessus, on a le guide suprême. Et c'est lui le véritable patron, le véritable chef religieux et politique du pays. Et donc, les gardiens de la révolution, c'est une armée parallèle qui est presque aussi puissante que l'armée régulière. Et donc, 2 de ces généraux ont été tués lors de l'attaque du consulat d'Iran à Damas. Et donc, cela avait suscité la colère justement de Téhéran, qui avait dit que cette mort-là ne passerait pas en perte et profit, et que l'Iran allait vigoureusement réagir à cette attaque-là. Alors, donc, c'est ce qui s'est passé le week-end dernier, à environ, on dira 300 projectiles, on va dire ça comme ça, sont partis d'Iran et du Yémen. Dans ces projectiles, on avait des missiles de croisière de moyenne portée, on avait des missiles balistiques de moyenne portée, on avait des missiles de croisière et on avait des centaines de drones d'attaque. Alors, ça, c'est selon le rapport du commandement central de l'armée américaine. Donc, à peu près 300 projectiles ont été envoyés, comme je l'ai dit, d'Iran et du Yémen. Alors, ces projectiles ont été interceptés à 99%, pas par Israël seul, contrairement à ce qui a été dit et annoncé préalablement par le porte-parole. On sait aujourd'hui, avec les rapports qui ont été rendus publics par le Pentagone, qu'à côté du dispositif dit de dôme de fer, c'est-à-dire ce dispositif de missiles intercepteurs qui sont déployés principalement autour de Jérusalem et notamment non loin des frontières, notamment la frontière avec le Liban. Il y a aussi eu l'intervention d'avions de chasse qui ont permis d'intercepter notamment des missiles balistiques moyenne portée et les missiles de croisière. Parce que, évidemment, étant donné le nombre de projectiles, parce qu'ils ont envoyé des missiles balistiques, des missiles de croisière, et tout autour, ils ont envoyé aussi des drones d'attaque. Donc, en réalité, Israël seul ne pouvait pas intercepter tout ce nombre-là de projectiles, parce qu'il y en avait trop. Et c'est là où les Américains sont entrés en jeu, avec les 2 navires de guerre qu'ils ont et qui baignent notamment dans la Méditerranée. Ils ont envoyé des avions de chasse qui ont permis d'intercepter une grande partie de ces missiles-là. Et aussi, on sait qu'il y a les Français également, à travers des systèmes d'intercepteurs qu'ils ont aussi mis à la disposition d'Israël, qu'ils ont pu détruire l'essentiel ou disons la quasi-totalité de tous ces projectiles qui ont été envoyés. Et donc, pour Israël, évidemment, le pire a été évité puisqu'il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de gros dégâts dans le pays. Mais évidemment, ça pose la question du risque d'escalade. Parce que maintenant, ce qu'on attendait d'Israël, c'est de voir sa réaction. L'Iran a immédiatement réagi en disant que cette attaque de drone, cette attaque lancée contre Israël, c'est la première. Depuis plus de 30 ans, on n'a plus jamais vu Israël tenter d'attaquer directement. On le sait qu'il le fait par le biais de proxys comme les Houthis au Yémen ou encore le Hezbollah au Liban, mais le faire de manière directe comme ça faisait plus de 30 ans qu'on n'avait pas vu ça. Et donc, rapidement, le ministère iranien des Affaires étrangères a réagi en disant que cette réponse-là, en fait, cette attaque était une réponse à l'attaque de son consulat à Damas le 1er avril dernier et que pour eux, l'honneur a été sauf et donc ils s'arrêtaient là. Et donc, ils demandaient à Israël de ne pas réagir parce que si Israël déciderait de réagir, eh ben, ça entraînerait encore une escalade parce que ça va entraîner une autre réaction de Téhéran. Et c'est justement ce que les Américains veulent éviter. Ils veulent éviter ça depuis le début en essayant d'abord d'empêcher depuis le lancement, l'assaut de la bande de Gaza là, au lendemain de l'attaque du 7 octobre, empêcher que le Hezbollah libanais ne rentre dans la danse parce qu'il faut savoir que le Liban et Israël partagent une frontière au nord d'Israël et donc c'est au sud du Liban. Il y a aussi le problème que les Houthis continuent de menacer tous les navires qui passent par la mer Rouge. Or, pour fournir les ports israéliens, plus de 90% des bateaux passent
par la mer Rouge. Et donc là aussi, ça cause un problème pour Israël. Les Européens, enfin les Occidentaux ont essayé de mettre en place une coalition pour essayer de lutter contre le piratage maritime et les attaques des navires. Ça marche plus ou moins bien, mais n'empêche que 90% du trafic maritime dans cette zone-là s'est arrêté. Et donc, on est dans ce risque d'embrasement général de la situation, de la région. Et donc, si Israël réagit, il y a un risque de voir maintenant l'Iran aussi dire qu'il rentre dans une espèce de guerre directe avec Israël, ce que certains hauts gradés israéliens veulent. Ils veulent en finir avec l'Iran. Mais ce serait pour les Américains trop dangereux. Parce qu'à la fois, il y a au niveau de la mer de Chine, où ça chauffe là-bas, entre la Chine et les Américains sur la question de Taïwan. Il y a aussi des incidents, des échauffourées qu'il y a eu le week-end dernier dans le cadre d'un exercice maritime entre les Américains et les Philippins qui a été un peu perturbé par des navires chinois. Et Joe Biden l'a dit, en cas d'attaque de bateaux ou de forces, en cas d'attaque du territoire philippin par les Chinois, les Américains interviendraient aux côtés des Philippins. Donc là déjà, dans cette partie-là, en Asie du Sud-Est, il y a un risque, il y a des tensions très vives. Il y a des tensions au niveau de Gaza, avec la guerre que Israël mène contre le Hamas, avec les risques d'embrasement avec l'arrivée possible, disons, du Hezbollah et déjà l'intervention des Houthis. Donc on est là, et sans oublier le théâtre ukrainien, où les Américains sont le premier soutien, même si ce soutien-là depuis déjà 4 mois est bloqué au niveau du Congrès. Mais il y a quand même le fait que là aussi, il y a des échauffourées. Et donc les Américains veulent absolument empêcher que la situation là ne se dégrade. Et donc c'est la raison pour laquelle dès le lendemain de cet assaut, donc hier, le G7 s'est réuni à la demande des États-Unis et ils ont unanimement, bien entendu, condamné les attaques contre Israël. Et hier aussi, dans la foulée, il y a eu une réunion d'urgence du Conseil de sécurité au cours de laquelle l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies avait demandé purement et simplement qu'un système de sanctions qui sont notamment régies dans l'accord que les Iraniens avaient passé en 2015 avec les Occidentaux concernant son accord sur le nucléaire. Il y a un chapitre concernant un certain nombre de sanctions, et donc l'ambassadeur israélien aux Nations Unies a demandé à ce que ce chapitre de sanctions-là soit appliqué, mais ça reste peu probable parce que les Israéliens ont toujours été contre cet accord-là. La preuve, lorsque Joe Biden est arrivé au pouvoir, en 2016, en 2018, il a demandé à sortir, et ça a créé un nouveau blocage, et ça fait que, évidemment, l'accord a dû évoluer sans les Américains. Joe Biden étant revenu au pouvoir, il n'est pas revenu sur la décision de son prédécesseur Donald Trump, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, sur la question du nucléaire iranien, les Américains sont obligés de négocier via leurs alliés européens, parce qu'il faut savoir que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni restent signataires avec l'Union européenne de cet accord sur le nucléaire iranien aux côtés de la Russie. Et donc, on voit bien que pour les Américains, le fait d'empêcher, il faut absolument empêcher qu'il y ait un embrasement, qu'il y ait une guerre directe entre Israël et l'Iran, parce que l'Iran a quand même une capacité de nuisance qui est sans commune mesure avec ce que représentent peut-être les rebelles Houthis ou le Hamas. Et donc ça, les Américains le savent. Et surtout qu'une entrée de l'Iran dans un conflit direct ferait craindre, si tu veux, les opinions publiques qui pourraient peut-être se retourner contre leurs dirigeants. Parce qu'il faut savoir que même si les Iraniens sont des chiites, et que les autres pays, pour la plupart du Golfe, sont de confession sunnite, mais il n'empêche que ce sont tous des musulmans et que la plupart des opinions publiques voient d'un très mauvais œil la présence de soldats américains, de bases américaines sur leur territoire. Et donc, s'il y a un embrasement, les opinions publiques vont considérer qu'en réalité, c'est de la faute de la présence américaine dans cette zone-là qui ne fait que créer des tensions et qui entraîne la guerre. Et donc, Joe Biden veut absolument empêcher cela, pour aussi rassurer les dirigeants arabes qui sont des alliés des Américains, en tête desquels l'Arabie Saoudite. Et donc, on est un peu dans ce schéma-là. Maintenant, Joe Biden essaye aussi, pour des questions de politique intérieure, parce qu'il y a les élections, il ne peut pas
couper Israël de l'aide américaine. Il ne peut pas dire aux Israéliens, on ne va pas vous aider, ce n'est pas possible. C'est sortir totalement de la doctrine américaine dans cette région-là. Non. Mais comment aussi faire que pour donner l'idée aux Américains de confession musulmane, qui constitue quand même un électorat pour lui est important, comment leur donner des gages qu'il ne soutient pas aussi le gouvernement actuel de Benjamin Netanyahou. Et donc il essaie de jongler un peu, d'accord? Il essaie de à la fois maintenir le soutien américain indéfectible, que ce soit militaire, diplomatique ou financier, mais tout en fustigeant le comportement du gouvernement israélien, notamment dans sa volonté de prolonger l'opération militaire dans la bande de Gaza, parce qu'il faut savoir que Benjamin Netanyahu vient de mobiliser encore 2 brigades de réserve pour s'attaquer à la ville de Rafah, qui est la ville qui a la frontière même avec l'Égypte. Et donc là-bas, on sait qu'il y a plus d'1,5 million de personnes qui sont entassées là, des populations qui viennent principalement du nord, parce qu'il faut savoir que c'est le nord qui a d'abord été bombardé. Les Israéliens pouvaient demander aux populations d'aller vers le centre, puis ils ont bombardé le centre, on leur demanda d'aller vers le sud. Maintenant, ils viennent pour dire, on va bombarder le sud, remonter vers le nord. Donc, c'est véritablement cette situation-là aussi qui fait que, évidemment, les Américains veulent mettre un terme à l'offensive militaire et surtout, ils veulent aussi que l'aide humanitaire soit acheminée parce qu'il y a un risque de famine, il y a une situation sanitaire, alimentaire qui est désastreuse dans la bande de Gaza et les images qui parviennent tous les jours ne sont absolument pas rassurantes pour l'avenir de ces populations-là. Et donc, les Américains veulent absolument faire cesser cela et ils veulent faire cesser cela immédiatement. Mais pour l'instant, Benjamin Netanyahu, lui, reste sourd aux demandes américaines pour des raisons de politique intérieure aussi, avec des intérêts totalement différents. Benjamin Netanyahu veut se maintenir au pouvoir parce qu'il sait qu'en sortant du pouvoir, il devra rendre des comptes. Et donc, lui, il veut prolonger ce conflit-là le plus longtemps possible. Et surtout, il veut espérer qu'en mettant la pression sur la bande de Gaza et sur le Hamas, il puisse obtenir la libération des otages pour ainsi en tirer une espèce de bénéfice politique qui pourrait éventuellement et peut-être sauver sa tête et sauver son avenir politique. C'est là où on en est. Et évidemment, Joe Biden continue à mettre la pression pour à la fois faire cesser les hostilités. Il a envoyé des coups de fil auprès des dirigeants arabes pour que ces derniers essaient de convaincre l'Iran de ne pas répliquer ou de cesser ses hostilités à l'égard d'Israël. Mais évidemment, l'Iran a répondu que tout dépendra de l'attitude d'Israël et l'attitude d'Israël ne dépend pas de Joe Biden, malheureusement. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine qui revient sur l'actualité internationale. Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.